Je pense que le gouvernement israélien a commis un génocide. Mais cela ne veut pas dire que les 700 000 Américains qui y vivent, ou les civils israéliens qui y vivent, y compris les Arabes israéliens, devraient mourir si des missiles y tombent. Si quelqu'un marche dans la rue avec une épée, que vous lui donnez un bouclier et qu'il massacre des gens avec son épée, vous êtes complice. Vous êtes complice de ces crimes. Je voulais vous poser encore une question au sujet de notre discussion sur Ro Khanna, parce que ça m'intrigue. J'ai évoqué, vous savez, l'embargo sur les armes à destination d'Israël. Sa position, c'est que on ne devrait pas leur fournir le dôme de fer, mais qu'on devrait le leur vendre, ou qu'on ne devrait pas empêcher d'autres pays de le leur vendre, on ne devrait pas les empêcher de se le procurer. Et il disait, mais comment est-ce qu'on ferait au juste, quoi? On patrouillerait les mers. Je ne veux pas entrer dans les détails, je paraphrase, mais il le présentait presque comme un argument contre les interventions à l'étranger. Vous vous êtes très courageusement rendu, le mois dernier, en mission d'enquête en Cisjordanie occupée. Vous avez été arrêté par des colons israéliens et placé en détention. À peu près au même moment, vous avez accordé une interview très virale à Jeremy Scale de Dropsite News, dans laquelle vous avez affirmé qu'Israël devrait toujours avoir accès aux armes américaines, mais uniquement à des armes défensives. Là encore, cela a attiré l'attention de beaucoup de gens. Je veux donc savoir, maintenez-vous votre position selon laquelle Israël devrait avoir légalement accès aux armes américaines, après et pendant qu'il commet ce que vous avez qualifié de génocide? Ce que j'ai dit, c'est zéro aide, zéro vente d'armes utilisées pour tuer des civils. Je suis co-signataire de la loi Stop the Bombs Act. J'ai soutenu tous les amendements du sénateur Sanders. Mais la question qu'on m'a posée était, est-ce que vous imposeriez un embargo mondial sur les armes à destination d'Israël? Et j'ai répondu non, pour deux raisons. Premièrement, je ne pense pas que l'Amérique devrait le faire appliquer. Est-ce qu'on irait littéralement empêcher d'autres pays de vendre à Israël des systèmes dômes de fer? Là, on s'engage dans une imbrication étrangère. Et je ne comprends pas non plus ce que feraient les États-Unis. Est-ce qu'on voudrait que des navires de guerre américains tentent, en gros, de bloquer tout missile entrant en Israël? Je veux dire, je ne pense pas que nous devrions entrer en guerre pour ça. Mais comment est-ce que cela se met en place? Et comment un embargo sur les armes est-il appliqué d'une manière qui ne soit pas, vous savez, je ne pense pas belliqueuse à l'échelle internationale? Oui, c'est arrivé, ça peut arriver, ça doit arriver. Et c'est un autre domaine dans lequel nous devons rallier Ro Khanna. Oui. Ram sur ton bateau. Fais avancer ce bateau. Oui, exactement. Arrêtez de faire marche arrière. Je ne sais pas si on peut faire marche arrière dans une rivière, mais il faut ramer dans le sens du courant. D'abord, l'idée d'un embargo sur les armes contre le régime israélien n'a rien de radical. En fait, elle a été de fait reprise par la Cour internationale de justice dans ses mesures conservatoires concernant l'affaire de génocide, ainsi que dans son avis consultatif sur l'illégalité de l'occupation. En vertu du droit international humanitaire, tous les États ont le devoir de veiller non seulement à ne pas armer un régime qui commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique, un génocide, mais aussi à imposer un embargo sur ces armes. Et il existe des moyens de le faire. Cela inclut d'ailleurs cette petite manœuvre sournoise à laquelle les sionistes libéraux essayent parfois de recourir quand ils disent « Oui, pas d'armes offensives, mais nous leur fournirons le dôme de fer, ou ce qu'on appelle des armes défensives. » Cette distinction d'ailleurs n'est pas aussi claire que certains aiment le prétendre. Je comprends en théorie le caractère défensif du dôme de fer.
Mais vous savez, étant donné que vous-même avez dit qu'il commettait un génocide, est-ce que ce n'est pas comme, pour prendre une analogie, un type qui marche dans la rue en poignardant des gens? Si on donne un bouclier à ce type, même s'il est défensif, on devient alors complice de ses crimes, non? Donc, est-ce que ce n'est pas ce que nous ferions? Vendre un bouclier à ce type pour poursuivre l'analogie. Je pense que le gouvernement israélien a commis un génocide. Mais cela ne veut pas dire que les 700 000 Américains qui vivent là-bas, ou les civils israéliens qui y vivent, y compris les Arabes israéliens, devraient mourir si des missiles iraniens venaient à tomber sur place. Je pense que nous devrions pousser en faveur d'un processus de paix. Nous devrions reconnaître un État palestinien. Nous devrions arrêter notre aide. Aujourd'hui, Yinon Levy a été inculpé. Son groupe est celui qui m'a détenu. Nous devrions demander l'arrestation des colons extrémistes et la destruction des avant-postes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui, à mon avis, auraient un impact immédiat sur la vie des Palestiniens. Vous m'avez entendu le dire, Katie. Si quelqu'un marche dans la rue avec une épée, Au passage, je vous ai piqué ça. Oui. et si vous leur donnez un bouclier pendant qu'ils massacrent des gens avec leur épée, vous êtes complice. Vous êtes complice de ces crimes. C'est la même chose avec Israël. La communauté internationale a, au regard du droit international, le devoir d'imposer un embargo total sur les armes au régime israélien. Et cela ne veut pas dire que certaines armes seraient acceptables et d'autres non, ou que nous ne les leur donnerions pas, mais que nous les vendrions à ce régime. Ce sont des violations des obligations juridiques internationales. Cela pourrait se faire dès demain. D'abord, les États-Unis pourraient le faire unilatéralement. Rien n'empêche le gouvernement américain de dire « Nous ne les fournirons pas, nous ne les leur donnerons pas. Nous allons utiliser tous nos moyens diplomatiques, économiques et autres pour nous assurer que personne d'autre ne le fasse. » Flytterworth är inte polarisert. Il suffit de fermer le pipeline. L'autre chose que vous pourriez faire, c'est soutenir des initiatives aux Nations Unies. Cela ne se produit pas à cause des vétos des États-Unis et du Royaume-Uni au Conseil de sécurité. Donc, même si les États-Unis ne le font pas, cela pourrait quand même arriver. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans ces discussions, vous pourriez avoir une résolution dite Union pour le maintien de la paix à l'Assemblée générale et adopter un programme de sanctions et un embargo militaire contre le régime israélien. Tous les gouvernements qui voudraient y adhérer, il ne serait pas nécessaire qu'ils soient 100%, pourraient se joindre à ce régime. Celui-ci pourrait ensuite être surveillé, faire l'objet de rapports et être élargi par l'Assemblée générale. On pourrait alors isoler ce régime comme ce fut le cas pour l'Afrique du Sud de l'apartheid et imposer cet embargo au régime israélien. Cela aiderait à mettre fin à son impunité, à réduire sa belligérance, à réduire sa capacité de génocide et d'agression répétée. Ce n'est pas seulement une question morale, c'est une obligation légale pour tous les États. Et tout responsable gouvernemental, tout parlementaire, membre de l'exécutif ou autre, tout membre du Congrès, du département d'État ou de toute autre institution qui le nie, s'aligne tout simplement sur les crimes du régime israélien. C'est possible, cela doit être fait, et c'est obligatoire. Malheureusement, ce n'est tout simplement pas fait. Mais c'est ce que nous devons continuer à exiger. Vous savez, vous et moi sommes évidemment d'accord sur certaines choses et en désaccord sur d'autres. Mais je vous suis reconnaissant de prendre le temps de venir dans des émissions. Et on vous en donne souvent le mérite d'aller dans des émissions où vous n'êtes pas d'accord. Ce que je dis souvent, c'est que je tiens le même discours. Que j'aille dans un podcast conservateur ou dans un podcast de gauche, je dis ce que je crois. Parfois, j'affine ma pensée, je change d'avis.
Mais je n'essaie pas de flatter mon public dans le sens du poil. Et je pense que les gens diront que non seulement je vais partout, mais que je suis honnête sur les points où je suis d'accord et ceux où je ne le suis pas. Et je pense qu'au fond, c'est ça qui compte, que les gens perçoivent une forme d'intégrité. Et le fait de défendre ce en quoi on croit, plutôt que de simplement tâter le vent, chercher à séduire des groupes et leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre.